Aujourd'hui, toute remarque positive sur la Chine vous fait traiter de propagandiste communiste. Et malheureusement, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Hier, j'ai emmené mes enfants jouer au badminton et publié une vidéo d'eux sur Twitter. Les gens disent, c'est de la propagande gouvernementale. Je me dis, mon Dieu, je ne peux même pas montrer mes enfants jouant au badminton. En Chine, vous Ne pouvez pas les montrer en train de s'amuser ici. Non, vous ne pouvez pas. Et donc cela... ne peut pas être en train de s'amuser en Chine. Ouais. Donc aucun plaisir autorisé, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ce stéréotype en Occident selon lequel la Chine est un endroit draconien, une société dystopique. L'économie s'effondre. En gros, tout le système va s'effondrer à tout moment. Mais la simple réalité, c'est que toute personne qui vient et pose le pied en Chine, même pour quelques heures, se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Les médias occidentaux ne me disent pas toute la vérité, car ce qu'on m'a dit en Occident est totalement différent. Puis, soudain, vous croisez des Chinois dans la rue, découvrez le fonctionnement de la société et réalisez que la Chine est très différente. Et ne vous méprenez pas, je n'essaie pas de dire que la Chine n'a pas ses problèmes, qu'elle n'a pas ses défis. Bien sûr, elle en a, comme tous les pays, mais c'est très différent de notre perception en Occident. Et donc, pour moi, j'ai en fait été très encouragé et très heureux de voir cela. Encore une fois, j'ai commencé l'émission en disant que je suis cet ambassadeur officieux entre les États-Unis et la Chine. Et je le crois vraiment, c'est un peu ce que je suis. Notre chaîne YouTube repose sur l'idée que la coopération entre les États-Unis et la Chine profite au monde entier. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant que tu es revenu depuis quelques semaines, Butz? Qu'est-ce qui te marque le plus ou qui te semble le plus pertinent aujourd'hui en ce qui concerne les sujets dont tu parles et ton domaine de travail ici? Eh bien, je pense que le plus important, ça va être l'économie, non? Je veux dire, on entend toujours parler de ça. En Occident, par exemple, on entend plusieurs points majeurs. Premièrement, l'économie s'effondre en Chine. D'accord. Deuxièmement, la démographie s'effondre. Troisièmement, les jeunes sont extrêmement mécontents. Et quatrièmement, le marché immobilier va imploser. Et donc vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont en quelque sorte, je dirais, des points clés. Appelons-les 4 points clés. Vous entendrez souvent cela dans les médias occidentaux. Je pense que c'est surtout la bulle YouTube, non? Ces arguments. On les retrouve souvent dans des médias comme le Wall Street Journal, Cable News Network et d'autres médias occidentaux. Je veux dire, par exemple, on entend parler de ce déclin de l'économie chinoise, mais... Pourtant, c'est... Elle croît toujours de 5%, soit l'équivalent d'ajouter une économie comme la Thaïlande chaque année. C'est impressionnant, non? La croissance reste forte. Je pense que lorsque vous commencez à regarder, par exemple, qui contribue à la croissance du produit intérieur brut dans le monde, en fait, vous savez, la Chine et l'Inde sont vraiment en tête sur ce plan. Encore une fois, la croissance vient surtout d'Asie, notamment en Asie du Sud-Est, où elle reste forte. En Europe, la situation est différente. Je veux dire, l'Europe a largement stagné pendant longtemps. Et je pense qu'il faut toujours avoir plus de recul, n'est-ce pas? Revenons à mes débuts en Chine. 2007-2008, quand l'immobilier explosait, n'est-ce pas? Même moi, à Shanghai, j'ai acheté un 2 pièces à Tioting en 2009. Et c'était incroyable parce que j'ai acheté un appartement en 2009. Je l'ai vendu en 2015 et j'ai fait presque 400% de bénéfices. C'était un investissement incroyable et j'ai eu la chance d'y participer. Mais c'était vraiment une excellente période pour faire ça, non? Je veux dire, tu n'achèteras pas une maison en 2025 en espérant cette appréciation, non? Et donc, je pense que ce que nous voyons, c'est plutôt une maturation de la Chine. Et j'aime bien raconter cette histoire. Quand j'étais à Tokyo, en fait, je suis allé jouer au golf. Et j'ai fait une partie de golf avec 2 expatriés là-bas. C'était incroyable. Ils étaient là depuis 25 ou 30 ans. L'un des expatriés, lui... Tu sais, je viens de vendre mon appartement à Tokyo, je l'avais acheté il y a 20 ans, et tu sais, je viens tout juste de le vendre. Et chose remarquable, je l'ai vendu exactement au même prix que je l'avais acheté. Oh, mince! Je lui demande, quoi? Il répond, je n'ai pas payé d'impôts car je n'ai fait aucune plus-value. Je me dis, waouh, 20 ans. Évidemment, tu as perdu de l'argent. Tu aurais pu le placer ailleurs, De ce dollar et... a énormément changé. La valeur du dollar a baissé, ou celle du yen. Je veux dire, tout a changé. Tu prends cette somme d'argent et tu la mets dans un fonds indiciel. Sur 20 ans, tu vas vraiment faire un bien meilleur investissement. Donc, tu vois, je me dis, waouh, il n'y a vraiment aucun intérêt à acheter de l'immobilier au Japon. Alors non. C'est pourquoi les taux d'intérêt sont ainsi. Ils ont même été négatifs plusieurs années. Ils te paient presque pour prendre un prêt immobilier, où le taux est proche de 0%, donc c'est comme de l'argent gratuit.
Le logement est vraiment abordable là-bas. Mais tu vois, cette société a évolué au point où le logement n'est plus qu'un simple lieu de vie. On ne spécule pas ni ne cherche une valorisation excessive. Et donc, je pense que c'est évidemment un marché qui était très mature. Donc je pense que c'est aussi ce qu'on observe sur le marché chinois. C'est-à-dire, vous savez, on ne veut pas que vous fassiez de l'achat-revente de maisons pour essayer de faire des profits fous. Le logement, c'est pour y vivre. C'est ce qu'on veut que vous fassiez. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment une question de maturation. Et je pense que c'est ce que vous avez constaté lorsque vous... Quand je repense aux 18 dernières années où j'ai voyagé ici, la Chine était dans une situation totalement différente de celle dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et je pense qu'à bien des égards, c'est en fait positif pour la société chinoise. Je sens qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui, vous savez, voient le coût de la vie continuer d'augmenter sans cesse. Je veux dire, c'est incroyable à quel point les choses coûtent cher par rapport à il y a 2 ans, par rapport à il y a 5 ans. Et cette dépense, c'est un peu... C'est difficile à comprendre pour moi, honnêtement. Je ne suis pas retourné aux États-Unis depuis avant le COVID en 2019. J'ai pris l'un des derniers vols de retour. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé aux États-Unis. Et même à ce moment-là, quand j'y suis retourné, je me suis dit, ah oui, c'est bien plus cher que dans mes souvenirs. Mais tu sais, ça va, c'est l'Amérique. Tu sais, tu dois travailler avec les taxes, tu dois gérer les pourboires et tout ce genre de choses. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, d'après ce que je comprends, ce que je lis, ce que je vois, ce que je discute avec d'autres personnes qui viennent juste de rentrer, oui, les prix sont un peu hors de contrôle. Ça semble un peu plus élevé. Tu ne pourrais pas comprendre, surtout avec le choc culturel. La dernière fois, c'était en 2019, car en seulement 18 mois, les prix ont tant augmenté. J'ai vu ces gros titres aussi, mais comme tu vis là-bas, tu le ressens directement, au quotidien. Bien sûr. Tout coûte plus cher, y compris notre assurance santé qui a augmenté cette année. Je veux dire, juste pour donner une idée, Chaman, on paie 1500 $ par mois pour l'assurance santé, par mois pour l'assurance santé pour nous 5. Oui, 15. L'an dernier, c'était 1295 $ maintenant. 15,35. Wow. Ceci concerne uniquement l'assurance santé. D'accord. Mais est-ce que ça... Augmente généralement chaque année. Non. Les 2 premières années, c'était toujours à ce tarif d'environ 1295 $. Mais je veux dire, ta santé, tes soins de santé coûtent cher. L'immobilier à côté a beaucoup augmenté, les prix, pas je pense, juste le coût de ton... Coût de la vie quotidienne. La vie quotidienne. Ouais, et tu entends parler de... Les courses. À propos de... Beaucoup. N'est-ce pas? Tu entends parler des œufs et de ce genre de choses. Est-ce vraiment courant au quotidien? Les œufs sont-ils vraiment incontrôlables? Eh bien, l'avantage, c'est qu'il y a une certaine gamme. Donc, par exemple, si tu veux vraiment obtenir les œufs les moins chers possibles, tu vois, je dirais que tu vas probablement payer environ 50 centimes par œuf. Donc, tu regardes à peu près 6 € pour une douzaine d'œufs, tu vois. Ce serait un peu ton option la moins chère. Si tu veux des œufs bio de poules élevées en plein air chez Whole Foods, tu pèses 1 € l'œuf, soit 12 € la douzaine. Donc, tu vois, tu peux trouver des options qui correspondent à ton budget. Mais tu sais, on en arrive au point où, par exemple, ça devient presque... C'est tellement cher de manger même à la maison. Tu sais, souvent, tu te disais, allons au supermarché et essayons de ne pas trop manger. Essayons d'économiser. Mangeons à la maison. Mais tu achètes quand même des steaks au Sam's Club, Costco ou au supermarché. Tu sais, le bœuf et ses protéines ne sont pas donnés. Au final, quand tu ajoutes tout, j'ai besoin de paprika et ses petits condiments. Tu sais, ça finit par être un repas assez cher. Donc je pense que c'est un peu ça quand on rentre, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, on a en fait, genre, un restaurant cantonné étoilé Michelin, dans un centre commercial juste à côté de l'endroit où on loge. Et donc on commande des dim sum. En fait, on commande des dim sum, et aussi le dîner chez eux, probablement 2 ou 3 fois par semaine, parce que c'est tellement bon. C'est étoilé Michelin. Mais, je veux dire, on est tout là pour une famille de 4. Je crois que notre addition hier soir était d'environ 340 kai, tu sais, et c'était, une famille de 5. Mais on a commandé genre 7 plats. C'était vraiment un plaisir. C'était super, vraiment fantastique. On se disait que cette nourriture était incroyable. La qualité est excellente. Tu es livré chez toi en 20 minutes, c'est incroyable. Ce même repas coûterait 200 $ aux États-Unis. Tu vois, Ce serait un... repas vraiment cher. Donc, même votre chinois, vous savez, comme la fondue chinoise, comme on adore aller à la fondue chinoise. Moi, la fondue chinoise aux États-Unis est extrêmement chère. Il y a un Haidilao Lao à San Diego, par exemple. Comme du luxe, non? Ce n'est pas le cas. C'est sûr, oui, tu dépenses, enfin, une famille de 5 personnes. Tu vas dépenser 250, 300 $ pour aller chez Haidilao. Haidilao. Chez Haidilao, États-Unis, 200 $. 300 $ États-Unis. Aux États-Unis. C'est fou. Oui, tu vas dépenser au moins 200 $, c'est comme dire, tu vas dépenser 200 $ chez McDonald's. Ce que tu... A déjà fait auparavant.
Coupable, je l'admets. Oui. C'est vraiment le cas et je pense C'est là que les gens prennent vraiment conscience en voyant ces vidéos venant de Chine. Et je pense qu'ils commencent à se dire, regardez, il y a eu beaucoup plus de vidéos, je crois, qui circulent en ligne. C'est fascinant de voir des étrangers découvrir la Chine pour la première fois. Je veux dire, on a vu, je pense, que la Chine a vraiment commencé à attirer beaucoup, surtout un public plus jeune aux États-Unis. Parce que vous savez, la Chine a fait un travail remarquable. Je ne dirais même pas que c'est la Chine qui a fait ce travail. Mais la Chine a gagné en visibilité sur les réseaux sociaux ces 12 derniers mois, qui ont montré le pays très positivement, ou du moins éveillé la curiosité de nombreux sur la Chine. J'allais dire, j'ai vu un afflux à la fois d'influenceurs et de gens ordinaires qui publient simplement des vidéos de leur voyage en Chine. Et je les regarde de temps en temps, juste par curiosité pour voir ce qu'ils disent. Et en général, c'est toujours positif. Je n'ai pas vu de négatif. Et eux N'ont absolument aucune affiliation avec la Chine. Ce sont juste des gens ordinaires qui viennent simplement... pour réagir. Eh ben oui, mais c'est l'un des arguments. Et ça m'intéresserait parce que tu es dans le milieu YouTube, Cyrus. Tu vois beaucoup de ces critiques qui disent simplement que tous ces YouTubeurs sont d'une certaine manière payés par le gouvernement pour diffuser de la propagande. Évidemment, ce discours va forcément accompagner cela chez un certain groupe de personnes. C'est sûr. Donc, mais est-ce que c'est si intéressant de voir toutes ces personnes? En fait, oui, c'est un peu comme ce flot de vlogs, de vidéos en ligne et de contenu. Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ça? Parce que tu as été l'un des premiers à faire ça, non? Tu es dans ce domaine depuis longtemps. Que ressens-tu face à cette nouvelle vague? Ça me fait plaisir, car comme tu l'as dit, ça fait environ 5 ans qu'on est sur YouTube. Donc, on met en ligne du contenu et on essaie vraiment de partager l'histoire de la Chine. Et au début, bon, c'était vraiment quelque chose de personnel, sans vraiment savoir où ça allait me mener, ou ce que ça allait devenir. Ce projet passionnant est devenu une vraie carrière, avec des opportunités incroyables qui m'ont mené autour du monde. Mais l'essentiel, c'est toujours d'essayer de partager ces expériences. Donc cette année en particulier, en fait, je vais dire ces 12 derniers mois, la croissance de cela, je trouve ça génial. Je trouve ça incroyable car j'aime voir plus de gens découvrir et vraiment expérimenter la Chine. Malheureusement, nous vivons actuellement dans un monde où, si vous dites quelque chose de positif sur la Chine, on vous traite de propagandiste communiste, et c'est vraiment dommage. C'est la réalité du monde actuel. Hier, j'ai emmené mes enfants jouer au badminton et publié une vidéo sur Twitter. Les gens disent, c'est de la propagande pour le gouvernement. Et c'est comme, mon Dieu, je ne peux même pas montrer mes enfants en train de jouer au badminton. En Chine. J'ai aussi mentionné leur rencontre avec des Chinois locaux. Tu ne peux pas. Montrer qu'ils s'amusent ici. Non. Tu ne peux pas, ils... Ne peuvent pas s'amuser en Chine. Ouais, là-bas, on n'a pas le droit de s'amuser, c'est ça? Et donc, on a ce stéréotype en Occident que la Chine est un endroit draconien, une société dystopique. L'économie s'effondre. En gros, tout le système va s'effondrer à tout moment. Mais la simple réalité, c'est que toute personne qui vient et pose le pied en Chine, même pour quelques heures, se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Les médias occidentaux ne me disent pas la vérité, car tout ce qu'on m'a dit en Occident est complètement différent. Soudain, vous croisez des Chinois dans la rue. Vous comprenez comment fonctionne la société et réalisez que la Chine est très différente. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que la Chine n'a pas de problèmes ou de défis. Bien sûr qu'elle en a, comme tous les pays, mais c'est très différent de notre perception en Occident. Et donc pour moi, j'ai en fait été très encouragé et très heureux de voir cela. J'ai commencé l'émission en disant que je suis l'ambassadeur officiel entre les États-Unis et la Chine. Je veux dire, je crois vraiment, et ça a un peu été. Notre chaîne YouTube souligne que la coopération entre les États-Unis et la Chine profite au monde entier. Tu répètes ça depuis le début. J'adore ça. Oui, c'est ma devise. C'est un peu ce qui me motive chaque jour. Et tu sais, évidemment, j'ai des intérêts en jeu, non ? Ma femme est, tu sais, chinoise. Nos enfants sont à moitié chinois. Tu sais, je veux qu'ils soient fiers de leur santé. Tu veux... Que ça marche. Tu veux que le monde aille mieux Veux que la Chine... et l'Amérique s'en sorte. Oui, comme tu l'as dit, nous trois ici avons tous des intérêts en jeu, non? Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes si passionnés. Oui, je pense que c'est vraiment ce qui me motive. Tu sais, eh bien, chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, c'est vraiment pour aucune autre raison que honnêtement. Ouais, on a des intérêts en jeu. Ouais. Et les intérêts en jeu, ce sont les conséquences réelles sur notre avenir et celui de nos enfants. C'est particulièrement frustrant quand tu vois toutes ces fausses narrations. Ouais.
Mais en parlant de ça, est-ce que tu vois ces narrations dont on vient de parler? En ce qui concerne la Chine, présentée comme un endroit draconien et tout ce qui va avec ce point de vue, est-ce que tu vois ce récit commencer à s'effondrer? Avec toute cette exposition croissante, tu vois? Oui, oui. Tu sais, je pense que la réponse à ça est absolument oui. Et je pense que ce qui a été très puissant, c'est la décision. Tu te souviens? Il y a un an, quand le gouvernement chinois annonçait l'ouverture du pays. Voyage sans frais de visa pour un certain nombre de pays à travers le monde. Par exemple, presque tous les pays de l'Union européenne sont désormais sans visa pour la Chine, permettant de venir 2 semaines sans visa. C'est un obstacle majeur car il est très pénible d'obtenir le visa chinois et de suivre ce processus. Maintenant, avec un passeport Union européenne, tu peux voyager facilement. Avant, c'était un gros obstacle pour beaucoup. Maintenant, c'est comme, maintenant je peux juste réserver un vol et simplement me présenter. Et nous avons remarqué. De nombreux voyageurs étrangers à Shanghai Ah oui. ces derniers mois. Oh, moi ça a été, je veux dire, on regarde les données gouvernementales qui sont sorties. Je veux dire, c'est sans aucun doute. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent maintenant en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sans visa. Maintenant. Je veux dire, l'Australie a fait un incroyable virage à 180 degrés par rapport à leur ancien Premier ministre Scott Morrison, qui était très très anti-Chine. Un véritable faucon vis-à-vis de la Chine. Et maintenant, je parle d'Albanese. Il a rencontré Xi Jinping. Il était juste ici. Je crois qu'ils se sont rencontrés 3 fois au cours des 6 derniers mois. Mais Il a déjà été critiqué en Australie juste pour être venu, je pense. ça va prendre du temps. Eh bien, moi. Je veux dire, C'est toujours intéressant parce que tu es passé de... Enfin, c'est un virage à 180 degrés, non? Tu es passé de on rompt avec la Chine à maintenant. Construisons une relation plus forte. Les gens prendront du temps. Mais l'économie australienne dépend fortement du marché chinois. De nombreux Australiens sont devenus riches grâce à une relation fructueuse avec la Chine. Donc je suis vraiment pour les relations commerciales, les accords commerciaux, tu sais, construire, travailler ensemble. Je suis donc totalement pour le travail en commun et la recherche de solutions pour collaborer. C'est une grande part de mes convictions. Je pense que pour répondre à la question, est-ce que cela s'est effondré? Oui, c'est le cas. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas de youtubeur dédié comme moi qui disait « Hé les gars, je vais vous emmener en Chine ». Non. Il y avait un Joe Smith du Royaume-Uni qui disait juste « Je suis un vlogueur de voyage ». J'ai visité le Royaume-Uni et l'Europe, et la Chine vient d'ouvrir ses frontières. J'y vais pour la première fois. Waouh, ma première fois en Chine. des personnes avec de grandes chaînes, mais sans contenu sur la Chine. Donc, ce n'est pas Comme si... connu pour cela. Ils avaient déjà un public fidèle car ils créaient du contenu partout dans le monde. Un les sont venus en Chine et ont dit, c'est comme si un show speed arrivait. J'aime dire que c'est une attaque à 3 volets pour faire s'effondrer un peu plus ce mur. Donc, la première chose serait l'histoire des réfugiés de TikTok, n'est-ce pas? Ainsi, comme déjà mentionné, les Américains et les Chinois communiquent directement. Et tout d'un coup, c'est comme « Oh, wow, je vois du contenu chinois et vice-versa, n'est-ce pas? » Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'était, je pense que j'ai montré Speed quand il est venu ici et qu'il a fait le live. Le direct pour autant d'épisodes, le nombre de spectateurs et l'attention générée. Et tout d'un coup, tout le monde, comme un discours commun, disait « Oh, tout est normal là-bas. » Cool, tout le monde est plutôt cool. Et je n'ai pas vraiment vu beaucoup de négativité. Ils ont même fait de certaines personnes de vrais héros. Vous savez, le gars du canard ou autre. Les participants chinois de cette vidéo. Deuxième point, puis troisième, l'ouverture des frontières, comme vous l'avez mentionné. Oui. Et cela a tout simplement permis à de nombreux créateurs de contenu ordinaire, ou même à des non-créateurs de contenu, de participer naturellement. Simplement des familles qui viennent visiter, voir par elles-mêmes et qui laissent des messages, bien sûr, sur les réseaux sociaux en disant « Hey, en fait, c'est plutôt sympa ici. Wow, j'étais surpris. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. » Des choses comme ça. Cette approche en 3 volets l'an dernier, c'est juste, je vois la différence Ouais, juste. en tant que... En tant que spectateur, quand... Je vois du contenu habituel quand je vois des commentaires. Vous voyez la bataille maintenant. Vous voyez le débat entre les gens qui protègent et aussi ceux qui attaquent. Avant, la voix était toujours unilatérale selon la chaîne. Regarde bien. Mais Je remarque maintenant que tu vois ainsi un peu plus de résistance. Oui, il y a de la résistance maintenant. un peu plus d'équilibre à cela. Ouais, je suis vraiment... Je l'ai remarqué. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que je veux l'aborder du point de vue de YouTube, car c'est un jeu de vues. Je peux relier ça à une expérience que j'ai eue. J'ai reçu un email d'un gars en Floride, c'est un monsieur âgé. Il m'a partagé son âge et tu sais, où il se trouvait en Floride. Et il m'a dit, écoute Cyrus, je suis des forces spéciales, à la retraite de l'armée américaine depuis longtemps. Tu dois comprendre que tu te trompes sur la Chine.
qui est la plus grande menace mondiale. Et tu sais, il faut qu'on coupe tous les liens avec la Chine. Et il dit, tu comprends ? La première chose à faire, c'est d'expulser les 30 000 étudiants chinois présents en Amérique. Nous ne devrions pas avoir un seul étudiant chinois venant aux États-Unis. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et d'habitude, je ne reçois pas vraiment de courriers de fans comme ça, vous voyez, de ce genre-là. Mais je me suis dit, eh bien, je vais répondre, vous voyez ? Et j'ai simplement dit, merci pour l'email. J'apprécie que vous ayez pris le temps de m'écrire. Oui, laissez-moi vous donner quelques faits. Par exemple, je soutiens fortement l'immigration aux États-Unis. Je crois que l'immigration a beaucoup apporté à notre pays. Vous savez, si vous regardez ces 30 ou 40 dernières années, combien d'étudiants chinois sont venus aux États-Unis ? Et à quel point les États-Unis ont bénéficié spécifiquement des étudiants chinois. C'était incroyable. Prenons par exemple la course à l'intelligence artificielle. D'accord. La majorité des personnes qui dirigent le développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis sont chinoises, n'est-ce pas ? Ce sont tous des noms chinois, n'est-ce pas? Comme tu disais ? Oui, je veux dire. En fait, la bataille de l'intelligence artificielle, c'est les Chinois en Amérique contre les Chinois en Chine. Oui, c'est ça. Comme ceux même du concours de maths, l'équipe américaine n'est déformée que de Sino-Américains. Ouais, exactement. C'est comme si l'équipe américaine avait enfin battu l'équipe de Chine. Tu sais, félicitations. Comme Zhang Li, tu vois. Tu sais, ce sont tous des noms de famille chinois. Mais, moi, et j'ai dit, tu sais, c'est incroyable que tu aies ce genre d'attitude. Que tu veuilles expulser 30 000 étudiants chinois de nos universités. Il existe tant de façons d'aborder ce sujet. Tu sais, les étudiants internationaux financent une grande partie des frais de scolarité des universités, non? Je veux dire, l'autre chose, c'est qu'encore une fois, beaucoup de ces étudiants viennent étudier en Amérique. Ils restent en Amérique, deviennent citoyens, ont des enfants et font carrière. Tout cela profite à notre économie et à notre système universitaire. Voyez cette initiative lancée par le gouvernement chinois il y a quelques années, visant les professeurs chinois. L'initiative était en cours. Pendant plusieurs années, ils n'ont jamais trouvé un seul cas de professeur ayant des liens substantiels avec la Chine. Et en gros, ils ont tout gâché, vraiment. N'y en a-t-il pas eu quelques-uns qui ont été accusés? Beaucoup d'entre eux sont accusés. Beaucoup d'entre eux ont été traduits en justice. Le problème, c'est qu'en accusant quelqu'un, puis en le faisant passer en justice, il subit un procès de 18 mois. Leur situation financière les a obligés à engager un avocat. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars pour se défendre et ont perdu leur poste à l'université. Les conséquences sont toujours réelles et durables. Ils perdent leur emploi. Oui, et ensuite ils perdent tout le financement. Oui, leur recherche. Ils perdent le financement pour la recherche. Et puis c'est comme, au bout de 2 ans, désolé, nous n'avons rien trouvé. Vous pouvez partir. Et c'est comme, vous venez juste de ruiner ma vie. Comme vous avez... Cela a littéralement ruiné 30 ans de travail ici, poussant de nombreux professeurs chinois à quitter les États-Unis pour retourner en Chine. Et donc j'ai dit, c'est une perte pour l'Amérique quand vous prenez cette direction. Et donc ce monsieur en Floride, vous savez, il a dit, vous savez quoi Cyrus? C'est comme ça que ça fonctionne. Avant de partir, les 30 000 étudiants reçoivent un briefing du gouvernement communiste. À leur retour, ils doivent rédiger un rapport détaillé sur ce qu'ils ont appris. J'ai répondu que c'était inventé. Ils me demandent comment je le sais. Je réponds que j'ai connu environ 50 étudiants dans ma carrière. Mon premier métier en Chine était professionnel de golf. Donc, la plupart de ma clientèle était composée de jeunes enfants, âgés de 5 à 18 ans. Beaucoup sont partis étudier et jouer au golf aux États-Unis. Je peux garantir connaître environ 50 enfants de Chine ayant étudié aux États-Unis. Aucun d'entre eux n'a été interrogé par le gouvernement chinois, et aucun n'a eu à aller faire un rapport au gouvernement chinois. J'ai entendu. Ça aussi. J'ai vu un homme politique américain à la télévision affirmer que tous les étudiants chinois sont des espions du Parti communiste chinois. Ouais. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit. Tous. Les étudiants chinois le sont. Je sais. Ceci ne reflète pas l'avis de tous. Mais... C'est l'un des groupes extrêmes qui pensent de cette façon. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce monsieur qui aurait plus de 60 ans. Il va avoir ses convictions. C'est très difficile de gagner un débat contre ces gars-là, parce qu'ils sont ancrés dans leurs idées. Ils sont vraiment bloqués. Mais c'est pour ça que j'ai un peu abandonné cette génération. Et je me dis simplement, tu sais quoi? Crois ce que tu veux. Crois ce que tu veux, mon pote. Je t'ai présenté les faits et expliqué pourquoi. La présence d'étudiants chinois aux États-Unis est un réel atout, comme le montrent clairement les preuves. Et encore une fois, je suis aussi pro-immigration. Et même les effets secondaires de cela, n'est-ce pas? Disons simplement que les États-Unis traversent cela. Désormais, les étudiants chinois sont interdits. Croyez-vous que ceux du Japon ou de la Corée viendront? Cela a des effets en cascade. D'autres pays asiatiques vont se demander ce qui va se passer après l'interdiction des étudiants chinois par les États-Unis.
Que fais-tu si on te confond avec un Chinois parce que tu es japonais? Pourquoi? Oui, tu sais, je veux dire, les gens ne peuvent pas faire la différence entre les différents types d'asiatiques. Tu sais, quel genre d'asiatique es-tu? Moi, c'est très différent et difficile, donc il y a des effets en cascade. Les gens réagissent à ces émotions. Et donc, de toute façon, je veux vraiment que les gens comprennent ça à nouveau. Ma mission principale est d'améliorer la relation entre les États-Unis et la Chine, et d'apporter plus de compréhension. Mais encore une fois, quand vous êtes sur place, ne serait-ce que quelques heures, et que vous vous promenez dans ces villes et que vous voyez les choses, il devient très évident qu'il y a un aspect de la Chine très différent, que vous ne verrez pas vraiment dans les médias. Et ça, vous savez, honnêtement, même si vous n'aimez pas la Chine, vous devriez probablement venir, juste pour que vous puissiez un peu mieux la comprendre, et au moins la voir de vos propres yeux. Je pense qu'une des plus grandes difficultés aux États-Unis, c'est la façon dont les gens se sentent. Et ça n'a vraiment rien à voir avec la Chine. Vous ne voyez vraiment pas vos impôts travailler pour vous. En fait, vous ne le voyez pas vraiment. Il n'y a pas de... La chose vraiment directe où vous pourriez vous dire « Ah, ok, d'accord, voilà. » Vous avez juste l'impression de vous demander « Où vont-ils, n'est-ce pas? Ils partent à la guerre. » Eh bien, je veux dire, oui, le problème là-bas, c'est que vous regardez aux États-Unis. Regardez simplement le Moyen-Orient. C'est là que vous pouvez voir nos impôts en action, n'est-ce pas? Tous ces missiles, ces bombes et tout le reste. Mais je veux dire, non, tu as raison. Je pense que c'est un gros problème auquel beaucoup d'Américains sont confrontés, et qu'ils remettent en question. Donc, tu sais, quand on peut détourner la conversation de la Chine, simplement regarder les États-Unis. Je pense que c'est là que beaucoup de jeunes de cette génération sont très frustrés. Je ne vois pas mon gouvernement répondre à mes besoins, ou améliorer la situation, tu comprends? Je ne vois pas une société qui progresse. Le coût de la vie augmente, et que veulent encore vraiment la plupart des Américains? Ils veulent un coût de la vie abordable, une meilleure qualité de vie et un bon emploi. C'est universel, présent partout, dans toute société. On souhaite avoir cela. Je pense que cela explique en grande partie la frustration actuelle aux États-Unis et l'insatisfaction envers le gouvernement et sa direction. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important qu'on commence. C'est pour ça que je pense qu'il est important de voyager. Parce que je pense que lorsque tu commences à regarder la Chine, et que tu commences à observer, disons, les choses basiques de la vie. Par exemple, je parlais avec mon chauffeur de taxi aujourd'hui, et il me disait « Oui, tu sais, ton salaire en Amérique est tellement plus élevé. » Je lui ai dit « Oui, mais savais-tu que notre coût de la vie est bien plus élevé ?» Il a demandé « Combien coûtent dans les choses en mangatsuke ?» Je lui ai dit que je payais environ 1000 renminbi par mois pour mon téléphone. Il a réagi « Quoi 1000 renminbi? C'est quoi ce délire? Tu fais quoi sur ton portable ?» Je lui ai dit « J'utilise Internet juste comme un téléphone. » Ça coûte environ 1000 renminbi par mois. C'est vrai. Il me dit « C'est fou. » Je réponds « Oui, je paie encore 700 ou 800 dollars par mois pour Internet. » Quoi? Je lui dis « Oui, on parle juste d'Internet. Avec mon téléphone et Internet à la maison, je dois payer environ 2200 renminbi par mois. » Et il me répond « C'était ?» Ding! Et Je dis « Oui. » Et je dis « C'est ça. Oui, mon salaire aux États-Unis est plus élevé parce que mes coûts sont bien plus élevés. » Et donc, je pense que quand on regarde les choses de base en Chine, elles sont très abordables. Je veux dire, on peut prendre le métro pour littéralement moins $1, tu vois. Je veux dire, c'est très abordable de prendre le métro. 50 centimes. à $1? Toi, 50 centimes à $1 pour prendre le métro. Tu sais, ton Internet. Parce que Internet devient maintenant vraiment quelque chose de basique dont tu as besoin dans ta vie. Les services de base sont essentiels, comme la nourriture, l'eau, Internet. Il faut Internet, surtout en Chine, donc le gouvernement doit le rendre abordable. Ils doivent créer un réseau 5G fonctionnel et accessible à tous. Ouais, c'est fou. Attends, et récemment, pas juste par curiosité, il y a environ 2 mois, j'ai cherché Verizon et T-Mobile et j'ai juste regardé quelques prix, tu vois. Et ouais, j'ai été choqué de voir que c'était genre plus de 100 dollars États-Unis par mois, juste pour obtenir quelque chose d'incomparable à ce que j'ai déjà. Comme un forfait de données basique, pas. Même pas comparable. Je paye quoi? Même pas 30 dollars États-Unis, non? Un peu moins de 30 dollars États-Unis, mais j'ai genre 80 gigas de données. Donc je me suis dit, mince, ça fait beaucoup, c'est une grosse différence, c'est... Une grosse différence. Je pense que la principale difficulté, comme tu disais, c'est ce que je constate en temps réel. Ce que je pense observer chez beaucoup de citoyens américains, c'est ce rapport entre la qualité de vie et ce que je dois payer pour être ici. Ouais. L'idée que je suis dans le pays le plus riche, le plus prospère et le plus développé du monde, n'est-ce pas? Et c'est comme, en quelque sorte, essayer de gérer en temps réel cette dissonance avec laquelle ils essaient de lutter. Et je ne pense même pas qu'ils en soient conscients, qu'ils réfléchissent vraiment de cette façon. C'est simplement ainsi que je le vois et le décris. Je ne crois pas qu'ils y pensent consciemment, mais je pense que c'est ce qui arrive. Ce sont des forces qui provoquent de nombreux conflits intérieurs chez beaucoup de gens affectant leur ressenti et leur état mental.
vivre là-bas chaque jour, y travailler et s'investir autant. Et malgré tout, ils doivent continuer à lutter. Et la plupart des gens vivent encore au jour le jour, de paye en paye. Ouais. Je veux dire, je pense que la Chine, je pense qu'on est à un point maintenant où, vous savez, il y a quelques années, la Chine était considérée comme une nation copieuse, non? La Chine ne peut pas inventer. La Chine ne fait qu'imiter les autres pays. Ils ne peuvent rien inventer. Et il y a eu, vous savez, il y a certainement eu une époque où la Chine était très douée pour copier les autres, et elle n'était pas vraiment considérée comme un innovateur. Et je pense que c'est là que quand j'étais à Guangzhou plus tôt cette semaine, j'ai interviewé un expatrié allemand qui vivait là-bas depuis 20 ans à Guangzhou. Il avait de nombreuses histoires intéressantes. Mais il a expliqué qu'il y a 20 ans, il faisait seulement de l'original equipment manufacturer fabriquant pour d'autres. Des entreprises. En gros, vous savez, on est bon pour fabriquer des choses pour vous. Et je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a eu cette grande initiative de devenir nous-mêmes des innovateurs. Par exemple, nous fabriquerons vos téléphones et ordinateurs, mais aussi les nôtres, avec des fonctionnalités et éléments différents. Nous avons vu comment la Chine a abordé l'industrie des véhicules électriques. Vous savez comment ils ont dit ? Écoutez, d'accord, nous allons inviter Tesla à venir, vous intégrer à l'écosystème ici. Nous allons aussi repousser les limites et inventer ici. Et il y a une histoire intéressante l'année dernière où BYD allait en fait ouvrir une usine au Mexique, puis a décidé de ne pas le faire. Parce qu'ils avaient en fait peur qu'en étant trop proches des États-Unis, vous savez, les États-Unis pourraient essayer de voler une partie de leur technologie. En quelques années, la situation s'est inversée. Autrefois, les Américains craignaient que les Chinois volent leur technologie. Maintenant, ce sont les Chinois qui redoutent que les Américains copient leurs innovations. Ford n'est-il pas en train de disséquer des voitures électriques chinoises? J'ai entendu dire qu'ils en parlaient. Je crois que c'était le président directeur général de Ford. Ils achèteraient les stars chinoises des véhicules électriques pour les rétroconcevoir. Il y a eu une vidéo récente où on le voit faire une interview et il a en fait déjà répété cela plusieurs fois auparavant, souvent, Deux fois. il y a longtemps. Mais j'ai oublié la plateforme dans cette vidéo récente. Mais oui, il parlait de la façon dont il emmène chaque année ses principaux cadres dirigeants en Chine. Il s'y trouve, il teste toutes les voitures. Et ensuite, Il renvoie les 20 meilleurs Kinze, ou 20 pour décomposer et vraiment comprendre. Et il disait, en gros, tu es ridicule si tu penses que la Chine te copie. Tu es ridicule de penser que la Chine est en retard. Ils sont largement en avance. Oui, il était vraiment direct. Et il a aussi dit, je veux dire, et il avait vraiment des commentaires positifs, parce qu'il a dit, toi, je conduis personnellement ce SUV aux États-Unis. Oh, le Xiu. 7, le Xiaomi. Oui, le Xiaomi Su7. Il disait, je le conduis depuis 6 mois et je l'adore. C'est suffisant. C'est humble et amusant à dire. C'est fou. Il dit la vérité, et franchement, on ne peut rêver meilleure recommandation. Le président directeur général de Ford s'était littéralement allé jusqu'à importer notre voiture à travers l'océan. À Détroit. Et c'est ce qu'il conduit personnellement dans les rues de Détroit. Et il a littéralement dit, je le démonte pour comprendre la technologie derrière. C'est ça. C'est aussi équivalent à du vol en... difficile à croire que le président directeur général de Ford roule en Xiaomi Su7 aux États-Unis. Je veux dire, c'est tellement fou. C'est fou, mais Ils disent ça, car Xiaomi n'est pas vendu aux États-Unis. Donc ce n'est pas pareil. C'est. Mais je veux dire, imagine, genre, tu arrives quelque part et c'est genre, hé mec, belle voiture que tu as. Et il répond, merci. Il demande, hé, tu fais quoi dans la vie? Et je dis, je suis le président directeur général de Ford. Quelle situation drôle ce serait. J'aimerais voir cette relation évoluer ainsi. J'aimerais vraiment que BYD arrive sur le marché américain. Faisons-le en co-entreprise, d'accord? Avec General Motors ou Ford. Et disons simplement, regardez, c'est très similaire à la façon dont les entreprises américaines arrivent en Chine, n'est-ce pas? Nous faisons des co-entreprises, 51%, 49%. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Vous savez pourquoi General Motors ne le fait pas? Nous allons collaborer avec BYD pour construire une usine au Michigan et employer uniquement des Américains. BYD peut prendre 49%, nous gardons 51%. Ce sera une nouvelle co-entreprise. Ensuite, nous le vendrons à un prix qui ne nuit pas au marché américain. Car le vrai problème est leur interdiction. Parce que s'ils arrivaient à ce prix-là, c'est quoi? 14 000 $ pour une BYD d'entrée de gamme. Ça écraserait le marché intérieur aux États-Unis. Eh bien, n'est-ce pas pour ça qu'ils ont fixé dans l'Union européenne un prix plancher absolu comme un... Prix. protection là-bas? Ouais, tu ne peux pas. Descendre en dessous d'un certain prix. C'est tellement bizarre. Si tu y réfléchis vraiment. C'est bizarre, mais je le fais. Eh bien, Tu serais en colère comme un... consommateur, parce que... Tu me fais artificiellement payer plus pour protéger en quelque sorte l'industrie, je suppose. À un niveau individuel, c'est comme « Ah, je ne veux pas. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que je paye plus maintenant? Mais alors? Mais je comprends. C'est essentiellement tout le jeu des tarifs, non? Oui, c'est là où on en est.
Mais je veux dire, c'est ce que je voulais dire, non. Même à ce niveau élevé, cela restera avantageux pour les consommateurs américains. Donc, c'est en quelque sorte un triple gain, non? Parce que l'Amérique peut gagner avec cette co-entreprise. BYD accède au marché américain. Et les consommateurs bénéficient de la meilleure voiture électrique. La technologie vient de Chine. J'aimerais que les relations États-Unis-Chine aillent dans ce sens. Comment conclure plus d'accords similaires? Je ne veux pas que toutes ces voitures électriques bon marché arrivent et détruisent complètement l'industrie automobile parce que, je veux dire, nous en avons besoin. Il faut aussi reconnaître cela. Regardez Volkswagen, ils l'ont dit. Xiaomi est tellement impressionnant avec ses voitures et ce qu'ils font. Je suis désolé, pas Xiaomi. Xpeng, Xiaopeng. Nous allons investir 700 millions d'euros pour obtenir 10%. Nous allons acquérir 10% de l'entreprise afin d'avoir accès à cette technologie et de pouvoir l'utiliser à l'avenir. Les voitures Volkswagen. La Chine étant l'avenir, pourquoi ne pas en acheter une part? Nous pouvons prendre 700 millions d'euros et acheter 10% de votre entreprise. Et ensuite, nous allons en bénéficier parce que votre valeur va augmenter. Donc je pense que vous avez deux options. On peut prétendre que la Chine ne progresse pas et que ce n'est pas l'avenir. Ou juste se dire qu'on est en avance en se mentant. On peut dire que la Chine invente des choses intéressantes. Mieux vaut collaborer avec elle. Allons-y. Profitons-en nous-mêmes, faisons-le ensemble. Mais parlons un peu De ça, vous. voyez beaucoup de choses se passer en ce moment où des éléments issus de la Chine, comme des éléments culturels, des films, des jeux. Je pense que 2025 a été une excellente année pour la Chine grâce à de nombreuses victoires en soft power. Et je vais revenir tout au début avec, vous savez, Justin, vous avez mentionné les réfugiés de TikTok, le fait de pouvoir, vous savez, voir, vous savez. En gros, l'interdiction de TikTok va arriver. D'accord. Eh bien, ils sont alors allés sur Xiao Hongshu, le petit livre rouge, pour vraiment voir ce qui se passe en Chine. C'était une grande victoire du soft power pour la Chine. Vous avez vu l'autre chose. C'était vraiment DeepSeek qui est sorti. Et vous savez, je veux dire, c'était incroyable parce que vous avez vu ça. C'était incroyable. Il y avait une incroyable vidéo de Sam Altman chez OpenAI. Il parle lors d'un événement, je pense que c'est un entrepreneur indien. Il demande « Sam, quel conseil donneriez-vous ? S'il y a une autre entreprise qui veut se développer et essayer d'imiter ce que vous faites, quel conseil donneriez-vous pour entrer sur ce marché ?» Et il répond très arrogant, du genre « Aucun conseil, vous n'avez aucune chance, on est tellement en avance. » Oui. Bonne chance. Je veux dire, il était tellement arrogant et exagéré, alors que l'entrepreneur indien était vraiment humble. Il a juste souri et il a encaissé, tu vois. Mais je me suis dit, mec, ce type est tellement prétentieux et arrogant. C'était avant DeepSeek. C'est avant DeepSeek ? Oui. En gros, il a dit que personne ne peut nous atteindre ni faire ce qu'on fait. Tu sais, c'est fini. Et c'était Aussi à ce moment-là que les médias traditionnels disaient que la Chine avait 1 à 2 ans de retard sur l'Amérique. Il y avait toujours du retard, d'abord de quelques années, puis de quelques mois. Ouais, c'était toujours... En retard. Mais c'était en retard d'1 à 2 ans. les gens étaient T'inquiète, c'était vers là. 1 ou 2 ans derrière nous. Ouais. Et DeepSeek. Seek sort et c'est comme... Ouais, on a construit DeepSeek avec un budget de 5-6 millions de dollars. Nous avons tout fait, entièrement. Et il est même testé à un niveau supérieur à votre OpenAI. Et donc, tout d'un coup, vous savez cela. C'est ce que je veux vraiment que les gens comprennent. Toute la propagande anti-Chine nuit en réalité davantage aux pays occidentaux qu'à la Chine elle-même. Les publics occidentaux doivent vraiment mieux comprendre cela. Parce que ce qui se passe, nous l'avons vu, s'est produit exactement avec DeepSeek. Tout à coup. Vous savez, on nous dit tous les jours dans les médias que la Chine s'effondre, que la Chine n'a pas d'avenir, que la Chine ne peut pas innover. C'est une nation qui ne fait que copier. Et puis tout à coup, ils créent quelque chose comme DeepSeek. Et là, tout le monde en Occident se dit « Attendez, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'ils étaient en retard. Je croyais qu'ils ne faisaient pas... du bon travail, comment? Ont-ils pu? Comment ont-ils pu faire ça? Donc, vous savez, la propagande anti-Chine ne nuit pas à la Chine. Parce que, vous savez, nous vivons en Chine. Nous sommes ici sur place. Nous le voyons de nos propres yeux. D'une certaine manière, cela aide la Chine parce que ça leur sert en quelque sorte de couverture. Exactement. Ne regardez pas ici ni ce que nous faisons. Faites pas attention ici. Absolument. Donc je pense que c'est très important. Je veux que les gens comprennent qu'on peut se mentir à soi-même et dire que la Chine s'effondre. Et que, vous savez, j'ai vu des vidéos YouTube complètement ridicules où c'est juste comme... Toute cette histoire de coup d'état militaire, ça... Le récit sorti il y a quelque temps, tu sais, sur un coup d'état militaire, devient de plus en plus hilarant. Et j'ai dit, tu dois dépasser ce simple fait. D'accord, en Amérique, on peut voter pour le président. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça ne veut pas dire que d'accord, j'ai voté en novembre dernier. Est-ce que ma qualité de vie s'est améliorée?
Je veux dire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment différent? Pour être honnête, dans toute ma communauté à Las Vegas, tout le monde était assez mécontent du fait qu'on avait Trump et Kamala. Et ils disaient, tu sais, chaque année c'est la même merde, un choix entre le mauvais et le mauvais. Tous les 4 ans, c'est élire puis regretter. Je n'ai pas vu beaucoup de gens voter avec enthousiasme, et les chiffres le montraient. Beaucoup d'Américains ne votent toujours pas. Donc je veux dire, vous savez, on vit un peu dans cette bulle où la démocratie est tout, et où voter pour son président veut tout dire. Oui, c'est une forme de gouvernement, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure. Je ne dis pas être antidémocratique, ni que le communisme, le socialisme à la chinoise ou tout autre gouvernement est meilleur. Mon message principal est que le monde est trop unique et divers pour n'avoir qu'une seule forme de gouvernement. On pense parfois que si les Chinois pouvaient élire leur président, tout irait beaucoup mieux et les problèmes seraient résolus. Et je ne pense pas que ce serait le cas. Vraiment, je ne le pense pas. Encore une fois, ce n'est pas à moi d'en décider, parce que je ne suis pas citoyen chinois. Ce n'est pas mon pays. Je suis un invité dans ce pays. Je serai toujours un invité dans ce pays. Donc, je me dis un peu, laissons la Chine décider de ce que la Chine doit faire, vous voyez? Du point de vue américain, si on pense que le gouvernement chinois va échouer, pourquoi ne pas simplement le laisser faire? Je veux dire, laissons-les simplement faire alors. Mais vous savez, le problème c'est que ça n'échoue pas, que ça continue de croître et que ça continue de... On sait que quelqu'un agit bien quand ses ennemis se fâchent. Et plus ils parlent, plus ils jacassent, plus tu sais qu'ils font quelque chose de bien. Moi aussi. C'est pourquoi dans mes vidéos que j'utilise toujours des faits. Ce ne sont pas des croyances, mais des faits réels. Et je veux dire, il y a une excellente enquête. Plus tôt cette année, l'Alliance des démocraties, qui est un groupe de réflexion basé au Danemark, a mené une enquête auprès de 115 000 personnes, dans 110 pays à travers le monde. C'est une enquête très importante. 110 pays individuels, 110 000 personnes. Ils ont constaté que sur ce très large éventail, 110 pays, 79% des personnes dans le monde ont actuellement une meilleure opinion de la Chine que de l'Amérique. Chaque fois que j'utilise ça en vidéo, on me demande « Pourquoi es-tu anti-américain ?» En réalité, je suis très pro-américain, car cela me préoccupe. Quand l'écart est aussi grand, on ne parle même pas de 51 contre 49, ce qui serait déjà inquiétant. Qu'il y ait une majorité, c'est déjà serré, tu vois? Mais là, ce n'est même pas serré. On parle de 79%, c'est un écart énorme. Tu observes ce qui s'est passé aux États-Unis, notre système politique et les guerres auxquelles nous participons. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles cela se produit. Ce n'est pas un seul facteur, il y a de nombreuses, multiples, une multitude de raisons. Nous examinons pourquoi les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud gagnent en importance, et pourquoi tant de pays souhaitent éviter le dollar américain dans leurs échanges. Vous savez, toutes ces histoires se passent partout dans le monde, et c'est pourquoi il faut sortir de cette bulle américaine. C'est pourquoi je dis que la propagande anti-chinoise nuit davantage aux Américains qu'aux Chinois, car les Chinois sont ici. Ils vivent leur vie, font leurs affaires, et essaient d'avancer au mieux. Oui, la Chine a des défis économiques. Les États-Unis font face à des défis économiques, avec une récession à venir et des prix très élevés. Je veux dire, il y a beaucoup d'Américains qui, vous savez, n'ont pas les moyens de se loger, n'ont pas les moyens pour tout ça. Vous savez, le niveau de sécurité n'est pas du tout là où il devrait être. Donc, je veux dire, chaque pays doit trouver ce qu'il doit faire pour améliorer sa société. Vous savez, j'ai donné une conférence TED il y a quelques années où, vous savez, il m'avait demandé, vous savez, quels sont certains des... Comme les 5 principales leçons que j'ai apprises de mes années en Chine. Donc je réfléchissais à tout ça. Laissez-moi trouver 5 leçons que j'ai apprises. J'ai beaucoup appris. Mais laissez-moi juste me concentrer sur les 5 principales. Mais l'une d'elles était la famille, et l'importance de la famille. C'était très intéressant, car en Chine, comme vous l'avez bien décrit, on vous enseigne toujours cela. Vous avez cela. Cette famille est en quelque sorte votre plan de secours. Et c'est aussi que vous savez, vous formez une unité. Et je pense que c'est comme ça. Et en fait, si vous connaissez vraiment la culture chinoise, vous savez, dans ces petits villages, il existe un gouvernement local qui fonctionne. Donc, si on parle de très petits villages, vous savez, les villageois se réuniraient réellement. Et ils éliraient démocratiquement un chef. Et ce chef serait responsable du bien-être de tout le village. Donc, il y a ça, vous voyez. Si l'une des personnes du village avait un cancer et avait besoin d'un traitement, le village se réunirait et collecterait de l'argent pour qu'il puisse aller à l'hôpital et recevoir ce traitement. Vous savez, vous ne pouvez pas tomber car le village vous soutient. C'est vraiment comme revenir des milliers d'années en arrière. En chinois, L'histoire et son fonctionnement. Avançons jusqu'à aujourd'hui, où il est courant qu'un mari et une femme souhaitent se réunir.
Les deux grands-parents se réunissent. Ils mettent tout de l'argent en commun, construisent une maison parce qu'ils, vous savez, ou financent une maison. Ainsi, ils peuvent fonder une famille, avoir des petits-enfants, ce qui diffère beaucoup des États-Unis. Aux États-Unis où C'est très différent. Là-bas, à 18 ans, tu es adulte et tu pars. Et voilà la porte d'entrée, voilà la porte d'entrée. J'aime raconter cette histoire parce que je la trouve vraiment très fascinante. Donc, quand j'ai déménagé en Chine en 2007, je ne revenais aux États-Unis qu'une fois par an. Et ma grand-mère, du côté de mon père, elle vieillissait. Et je me suis dit, bah tu sais quoi ? Chaque année, je vais dans l'Iowa voir ma grand-mère car je ne sais pas combien de temps il lui reste. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle a 20 petits-enfants. Et j'étais le seul à venir lui rendre visite chaque année. Et c'était une dynamique assez intéressante parce que je te garantis que si j'avais vécu en Floride, je ne serais probablement pas revenu une fois par an. Parce que tu es juste... Tu te dis, tu es dans le même état et tu te dis « Oh mamie vieillit, tu devrais probablement aller lui rendre visite. » Et tu réponds « Oui, peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Ouais, je suis un peu occupé. » Tu te dis « Oui, peut-être qu'on verra à l'automne. » Ou quelque chose comme ça. Mais comme je vivais en Chine et que je n'avais qu'un seul voyage par an, je me suis dit « Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais juste en faire une priorité. » Avant de rentrer en Floride, je prends un vol pour le Minnesota, loue une voiture et descends en Iowa voir ma grand-mère. J'ai dit que c'était un super moment car je l'ai fait 3 ans de suite. Puis elle est décédée. Je ne l'ai fait que 3 ans avant son décès. J'en garde d'excellents souvenirs, c'était génial. Par exemple, en rentrant, elle adorait regarder la chaîne de cuisine. Je suis resté assis à discuter sur le canapé en regardant la chaîne de cuisine pendant 8 heures. C'était génial. Mais c'était juste que je lui racontais des histoires sur la Chine. Elle me racontait des histoires sur la ferme. Elle me racontait des histoires sur mon père. On commandait à manger. C'était vraiment une super période. J'ai d'incroyables souvenirs avec ma grand-mère. Quand elle est morte, je ne suis pas allé aux funérailles. Mais c'est là que tous mes cousins y sont allés parce qu'ils disaient « Eh bien, nous n'avons pas grand-mère. » Et moi, je leur ai dit « Eh bien, vous êtes allés à ses funérailles. » Trop tard. J'y suis allé, je suis allé la voir. Donc en fait, je n'irai pas aux funérailles, parce que j'ai déjà rendu hommage et je l'ai déjà vu. Mais ça, je l'ai appris de la Chine. Tu sais, j'ai appris ça précisément parce que j'étais très inspiré, tu sais, à l'époque. En 2007-2008, le train à grande vitesse n'existait pas encore. Je me souviens que mes collègues à Shanghai disaient « Je rentre dans le Sichuan. Et toi ?» Je prends un train de 45 heures et je disais « Quoi ? Tu vois ?» Il disait « Ouais, je ne suis pas rentré chez moi depuis 51 semaines, je vais y retourner. Il va me falloir 2 jours pour y arriver. J'aurai 3 jours sur place, puis 2 pour rentrer à Shanghai. Voilà mes vacances de l'année. » Je me disais « C'est dingue. » Mais c'est ça, la famille, c'est tout. Donc tu sais, je pense qu'il y a toujours des leçons à apprendre. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour nous en tant qu'expatriés en Chine, pour nous qui voyageons à travers le monde. Et tu sais, encore une fois, tu sais, beaucoup de fois, les gens me demandent. Une question très courante aux États-Unis serait « Tu sais, Cyrus, comment est la Chine ?» Et j'essaye toujours de simplifier la réponse, parce que je me dis « Tu sais, la Chine est beaucoup plus normale que tu ne le penses probablement. Tu sais, ce n'est pas différent. » Comme des gens qui enregistrent un podcast un samedi après-midi au hasard, tu sais, les gens vont, tu sais, comme « Je suis allé manger au restaurant italien d'à côté. » Tu sais, tous ces couples chinois là-bas, un samedi après-midi, il y avait un charmant couple près de moi. J'écoutais leur conversation. Tu veux aller au cinéma ce soir ? On fait quoi ? On va chez nos amis ? Ça fait longtemps, ce serait sympa. Donc, je veux dire, c'est pareil, en tout cas, les Chinois font la même chose que nous, non ? Je veux dire, les Chinois veulent pas la même chose que nous, non ? Je veux dire, s'ils ont des enfants, tu sais, ils veulent qu'ils aillent dans une bonne école et qu'ils grandissent en espérant avoir un bon travail et une vie meilleure. Je veux surtout me concentrer sur la diplomatie entre les peuples. Je pense que nos gouvernements ne seront jamais d'accord. Les États-Unis resteront les États-Unis. La Chine restera la Chine. Je ne suis pas là pour dire à la Chine comment gérer son gouvernement. Mais je souhaite que davantage de gens apprennent à collaborer et à interagir. Parce que tu sais, chaque Américain qui vient ici et qui parle vraiment avec des Chinois, ils sont stupéfaits. C'est comme, mec, ils sont tellement amicaux. La société, elle est géniale. Il y a beaucoup de, tu sais, comme moi, toi, un commentaire intéressant. J'ai vlogué ma balade à Chongqing et vu ça. Il y avait sûrement des dizaines de commentaires. Tu sais ce qui est le plus intéressant, Cyrus ? La société a vraiment l'air saine là-bas, non ? Les passants semblent en bonne santé. Il disait, oh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à la minute 13h25, il y a 2 filles derrière toi qui se tapent dans la main et rigolent parce qu'elles voulaient être dans ta vidéo. Ils disent simplement qu'ils n'auraient jamais imaginé la Chine aussi heureuse. J'avais un peu cette impression que les Chinois étaient en du genre, la tête baissée, déprimés, et moi je dis ça, les Chinois sont heureux, mec. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils regardent des films, ils écoutent leurs chansons préférées. Et il y a Beaucoup de gens malheureux comme dans toute société normale. Oui, exactement.
Des gens heureux. Et des gens malheureux. Donc, vous savez, je pense juste que, encore une fois, voilà, mon message c'est soyez curieux, allez explorer et allez voir. Si nous sommes, je veux dire, Même en développant un peu ce dont nous venons de parler, en termes de société, à quel point tout le monde est familial, à quel point l'importance de la famille est primordiale. C'est une de ces choses dont je pense qu'on peut entendre parler, écouter, réfléchir et même répéter. La Chine est très centrée sur la famille, mais on ne saisit pas vraiment ce que cela implique. Jusqu'à ce que, par exemple, tu aies vécu ici, parler et passer du temps avec les locaux, tu peux commencer à le ressentir. Et ça, c'est très différent que de simplement le lire ou d'en entendre parler. Je dis ça car tu reviens toujours à l'idée de liberté et la vie individuelle contre la vie en société, comme ton rôle dans la société par rapport à ton rôle pour toi-même. Et les gens parlent toujours de la façon dont ces différences existent entre les valeurs américaines et les valeurs chinoises. Et je suis là pour dire que oui, elles sont différentes et en fait, tu ne comprends pas à quel point c'est différent. Je sais ce que tu mets en avant, les similitudes, mais tu dois comprendre ces différences. Et à cause de ces différences, si tu peux les comprendre, alors tu comprendras pourquoi. La liberté existe en fait des deux côtés, tu sais, et il y a du bonheur des deux côtés, à 100%. Tu comprends? Il faut saisir la nuance. les deux. Deux. Et ensuite, tu peux apporter un peu plus ton propre avis, n'est-ce pas? Moi, tu as utilisé le mot nuance. Et je pense qu'un autre message que je veux que les gens comprennent, c'est que si tu regardes la Chine à travers le prisme américain, ça ne te semblera jamais logique. Exactement. Comme regarder l'Amérique via le prisme chinois. Cela n'a pas de sens, voilà tout. Tu ne le comprendras qu'en vivant vraiment ici et en le ressentant. Et l'exemple le plus simple que je puisse donner, c'est que, tu sais, dans ma communauté en Amérique, très républicaine, tout le monde adore le deuxième amendement. Tout le monde a des armes à feu. Ils m'ont demandé, Cyrus, t'es-tu déjà senti en insécurité en Chine? Je sais que ce gouvernement n'aime pas les armes à feu. Et je leur dis, en fait, c'est tout le contraire parce qu'il n'y a pas d'armes à feu. Je me sens extrêmement en sécurité. Tu sais, c'est tellement... une façon étrange de voir les choses, non? Mais c'est tellement typique des Américains. C'est vraiment une façon de voir les choses, très républicaine, très conservatrice. Parce que dans leur... C'est fou pour moi comme C'est pour ça que tu... tu te sentirais moins en sécurité sans armes à feu. C'est fou, tu es en Chine depuis longtemps. Oui, mais j'essaye. Donc encore une fois, j'essaye de te mettre dans la peau d'un républicain né et élevé à Las Vegas. Tu sais, qui adore ses armes, tu vois? Et donc, dans leur esprit, voilà, les armes à feu, c'est égal à la liberté. Les armes à feu, c'est égal à... Et j'ai le contrôle. Le gouvernement me craint parce qu'on est armé. D'où le deuxième amendement. Encore une fois, si tu dis ça à un Chinois, il te répondra. Ça n'a aucun sens pour moi. Je dis, tu as raison. Je comprends ton point de vue, mais aussi pourquoi il parle ainsi, car je comprends d'où il vient. Voilà ce que je veux dire. Tu ne peux pas juger la Chine avec un point de vue américain, ni dire qu'elle est mauvaise parce que ses citoyens ne votent pas pour leurs dirigeants. Pour eux, peu importe la vie des États-Unis, seul compte ce qu'ils vivent actuellement. Ouais. Exactement. C'est là que vous avez sûrement entendu parler de cette étude de Harvard menée sur 10 ans. Ils ont simplement observé en parcourant tous ces villages. Vous réalisez que le parti et le gouvernement chinois sont en réalité très populaires auprès de la majorité des Chinois. Beaucoup de personnes très riches, je pense, ne sont pas de grands fans du gouvernement. Vous savez, parce qu'en Chine, on ne peut pas être aussi extravagant. Vous savez, vous connaissez Cao Diao, ce genre de personnes. Il faut être Didao, n'est-ce pas? Il faut être Didai. C'est pour ça qu'il réprime. Le plus sévèrement. C'est pour ça qu'il réprime si sévèrement, non? Moi, L'Amérique en a peut-être besoin maintenant. eh bien, je veux dire, et c'est pour ça que vous voyez, vous savez, que les gens vont me demander, vous voyez. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est, si la Chine est si formidable, alors pourquoi toutes ces personnes, vous savez, de Chine, avec de l'argent, pourquoi viennent-elles aux États-Unis? J'ai dit, si vous avez de l'argent, il n'y a pas de meilleur endroit où vivre que les États-Unis, surtout pour les Chinois. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez contrôler le système, n'est-ce pas? Vous pouvez emmener vos enfants, vous pouvez les mettre dans les meilleures écoles, vous pouvez vivre dans les meilleurs quartiers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous pouvez prendre une longueur d'avance dans la vie. Ce n'est pas toujours vrai en Chine, car là-bas, nous voulons prendre soin de toute la société, non? Et il y a eu une étude de cas vraiment intéressante, où à Shenzhen, il y avait un professeur incroyable, l'un des 10 meilleurs professeurs de Chine, et en gros le gouvernement. Il y a eu un boom immobilier autour de cette école. Tout le monde pensait. Il faut que nos enfants aillent dans cette école pour apprendre avec ce professeur. Parce qu'elle était tellement avancée dans tout ce qu'elle enseignait, c'est devenu très célèbre en ligne. Alors le gouvernement s'est dit « Waouh, waouh, waouh !»
Nous n'aimons pas voir que des gens déménagent dans cette région parce qu'ils font monter les prix pour les autres. L'immobilier a commencé à augmenter. Mais bien sûr, tous ceux qui ont de l'argent se disent « Pas de souci, je peux payer ». Mais tout à coup, les gens qui ne peuvent pas y accéder, ils n'ont plus accès à cette enseignante. Alors, qu'a fait le gouvernement chinois? Ils ont retiré cette enseignante. On dit « Vous allez maintenant enseigner en ligne pour que chaque élève de Shenzhen ait accès à vous ». Nous voulons que la société progresse. C'est très chinois comme mentalité. C'est donc un problème. Si vous avez de l'argent, vous devriez pouvoir payer pour avancer. Donc vous n'aimez pas ne pas pouvoir le faire. Car vos privilèges diminuent ainsi. Les privilèges baissent? Non. Mais c'est pour la prospérité commune, non? Nous voulons que la marée élève tous, yachts comme barques. Nous souhaitons que chacun s'élève. Donc encore une fois, on peut voir la frustration de quelqu'un de riche, où il se dit « Je ne peux pas, je devrais pouvoir payer pour avoir des privilèges ». Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Alors qu'aux États-Unis, c'est comme « Hé, tu veux aller à Harvard, fais un chèque, de l'argent, de l'argent. Tu veux vivre dans le quartier le plus exclusif et entrer dans la prépa la plus prestigieuse pour Harvard. Chèque, 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 il faut payer pour jouer, payer pour jouer. » Et c'est comme ça que le système fonctionne. Pour revenir à cette idée, tu vois, quelles sont les similitudes entre la Chine et les États-Unis concernant ce que veulent vraiment les gens? Au final, c'est étonnamment similaire, n'est-ce pas? Parce que Nous parlons de ces choses et de ces concepts en Chine. Et c'est très similaire à des choses dont, disons, Bernie Sanders parlerait, n'est-ce pas? Évidemment, il n'associerait jamais cela à quoi que ce soit de chinois là-bas, politiquement. Mais si vous regardez Bernie Sanders et le genre de soutien et de popularité qu'il a pour ses idées, si vous regardez le candidat à la mairie de New York, à Zoran, peu importe les choses dont il parle, beaucoup de choses ressemblent étonnamment à ce qui se fait en Chine, comme... ce dont il parle, C'est c'est comme, Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait ici à... de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Eh bien, évidemment, tu sais, ils ne vont pas dire ça là-bas, ni même le penser. Mais c'est cette idée qu'en fait, au bout du compte, on recherche tous un peu les mêmes choses. Et ce qui nous retient, c'est qu'on chipote sur les processus pour y arriver. J'aime ce que tu as dit. On ne peut pas voir l'Amérique avec un prisme chinois, ni la Chine avec un prisme américain. Et c'est tellement vrai. Le problème, c'est qu'on ne sait que ce qu'on sait. Les gens ne savent que ce qu'ils savent. Donc, notre vision du monde est façonnée par nos expériences, et c'est tout. La seule chose à travers laquelle nous pouvons voir, C'est pourquoi, quand on dit que tes lunettes sont façonnées par tes expériences, il faut voyager dans le monde. Il faut venir ici pour le vivre. L'été prochain, plusieurs familles de notre communauté ont dit vouloir aller en Chine. On serait à l'aise d'y aller avec toi car la langue et le manque de familiarité sont des obstacles. Mais on est juste comme... Parce que ma femme publie tous les jours sur Instagram, tu sais, les stories, et c'est juste waouh. Je n'aurais jamais imaginé que la Chine était aussi propre. Je ne peux pas imaginer que la nourriture ressemble à ça. Je ne peux pas imaginer que les aires de jeux intérieurs pour les enfants soient aussi propres. On est là. La Chine encore. Tu devrais venir l'expérimenter, ce sera très différent de ce que tu imagines. Tu vas passer un super moment. Je pense encore qu'il y a beaucoup de ces victoires de la puissance douce. Mais, tu sais, pourquoi Zoran est-il populaire à New York? C'est parce qu'il prône beaucoup de choses que la Chine a bien faites. Ou c'est cette société, tu vois? Par exemple, plus tôt cette semaine, le diabète de type 1 a été guéri. Mais il y a eu un cas où une femme de 25 ans atteinte de diabète de type 1 a été guérie. Et par cette équipe de scientifiques chinois. Et c'est génial. Soudain, aux États-Unis, un article de Goldman Sachs paraît. Des questions. Guérir les patients est-il un modèle économique durable? ouais, Et je veux dire, et ça c'est payé. par Big Pharma. Pour moi, cela résume un peu les États-Unis aujourd'hui. On aime notre pays, qui a beaucoup de qualités. Mais malheureusement, cette mentalité ultra-capitaliste, vraiment, vous ne verriez jamais un titre comme ça en Chine. Ce serait tout simplement impensable là-bas. Les gens diraient, de quoi parlez-vous? Guérir des maladies profite à la société. Eh bien, l'article auquel vous faites référence, quel était leur argument pour expliquer pourquoi cela ne profiterait pas à la société? Non, l'article demandait, est-ce un modèle économique durable? Ah, d'accord. Donc non, pas pour eux. Ouais. Voilà le problème. En Amérique, il n'y a pas de système de santé, mais une industrie de la santé. Ouais, et c'est ça la différence. Les soins de santé, c'est un business, c'est un business, c'est un business. Et c'est pour ça que je dis, tu sais, en Amérique, tout est basé sur ça. C'est un business, donc... L'éducation aussi? Oui, je veux dire, tout l'Est. Donc, je veux dire, encore une fois, il y a beaucoup de bons aspects aux États-Unis. Et je pense que c'est... Enfin, il y a, tu vois. C'est pourquoi cet endroit attire beaucoup de gens. Il y a encore de belles opportunités en Amérique, pour ceux qui veulent travailler dur. Pour moi, le rêve américain existe toujours. Il est plus difficile à atteindre, mais la quête persiste, tu vois.
Et donc je pense que les gens, tu sais, il y a toujours un espoir là-bas. Et donc je pense que tu sais, mais je vois aussi beaucoup de jeunes en Amérique, cependant, deviennent beaucoup plus ouverts à ce genre d'idées socialistes. Et ils commencent à voir certains de ces avantages venant de la Chine. Quand on regarde un pays où 95% des gens ici bénéficient d'une couverture de soins de santé de base, vous savez, c'est un contraste frappant avec ce que nous avons aux États-Unis. Donc encore une fois, je pense que c'est pour ça, c'est ce que je veux dire, les jeunes, vous savez, de moins de 30 ans. Sur TikTok, tu découvres des vidéos sur la Chine, et tu réalises que c'est très différent de ce qu'on t'avait dit, ce qui t'ouvre l'esprit. Et donc je pense que c'est là que la Chine est en train de gagner sur le long terme, en ce qui concerne le soft power. Je reviens encore à l'étude de l'Alliance de la démocratie. Comme 79% du monde préfère désormais la Chine aux États-Unis, cela devrait être un signal d'alarme. Mais je veux dire, c'est une réflexion plus difficile, je pense, quand on y regarde de plus près. Je sais, nous n'avons pas du tout mentionné Trump dans ce podcast. Mais je continue de voir ses actions sur la scène internationale et comment cela affecte notre relation avec le reste du monde. J'ai un ami proche de Norvège et il m'a dit « Tu sais, Cyrus, personne dans notre cercle ne va aux États-Unis. » Tu vois, c'est comme si les vacances d'été arrivaient. Comme tu le sais, les Européens ont tous de longues vacances d'été. Et c'est comme si personne en Scandinavie ne songeait même à aller aux États-Unis. N'importe où. Mais est-ce un sentiment politique ou lié aux descentes d'immigration en cours? Quoi? Oh, c'est clairement à cause des terroristes et juste de Trump. C'est vraiment à 100% à cause de ça. C'est comme, pourquoi y aller? C'est un peu comme un boycott. C'est un boycott. Je pense que c'est une période difficile pour beaucoup d'Américains, quelle que soit leur affiliation politique, de s'y retrouver. En ce qui concerne ce que sont les... Quelle est la réalité des conséquences ou des avantages de chacune de ces décisions qui sont prises? Que l'on parle de tarifs douaniers, d'immigration, de santé, de décisions politiques ou de fabrication, n'est-ce pas? La plupart des gens se retrouvent coincés au milieu. Qu'est-ce que je dois croire ici? Quelle est la réalité? Parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires. Oui. Et donc, c'est juste triste de voir les gens, surtout les Américains, essayer de faire face à ce qui est leur réalité. Et même ce mot « réalité » est un peu en suspens, c'est ambigu, et personne ne sait vraiment à quoi croire. Et tout le monde est conscient que beaucoup de choses sont des mensonges, que ça ne peut pas être vrai, et ainsi de suite. Et je veux dire, regardez même, rien que les dossiers Epstein, c'est comme si personne ne savait, c'est juste, tout le monde est juste dans ce monde de scepticisme et d'hésitation. Cependant, ils persistent à croire fermement en leurs convictions et à choisir leur camp. Ouais, c'est plutôt fou. Comment ça se passe pour toi sur le terrain? Je vais te donner une autre statistique. J'aime évoquer ces sondages car ils apportent beaucoup de crédibilité. Mais il y avait un sondage des États-Unis d'Amérique Today avec lequel je vais commencer. Un sondage qui demandait, par exemple, que pensent les Américains du mariage interracial? D'accord. En 2020, soit l'an dernier, 96% des Américains acceptaient le mariage interracial. C'est fantastique. C'est beaucoup, non? C'est bien. Pas de surprise. On est très mélangés. Les mariages interraciaux sont courants en Amérique aujourd'hui. Ce n'est plus les années 50 ou 60, non? Donc, ça montre simplement à quel point la société a progressé au cours des 60-70 dernières années, non? Il y a 70 ans, le mariage interracial était très tabou. Aujourd'hui, 96% des Américains acceptent le mariage interracial. Génial, le mariage interparti. Environ 70% des républicains et 68% des démocrates sont contre. Donc, on en est arrivé à un point dans la société où pour les républicains comme pour les démocrates, presque 70% disent que vous pouvez en gros épouser n'importe quel type de personne que vous voulez. Il vaut mieux qu'ils soient du même parti politique, c'est ça qui fait la différence. Donc je pense que ce que tu dis, c'est qu'on a une nation très divisée. Tu sais, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique unie, nous sommes vraiment très divisés. Et tu t'intègres vraiment, tu sais, C'est un peu difficile parce que je pense qu'il y a vraiment 3 groupes. Tu sais, il y a ceux qui sont des républicains purs et durs, ceux qui sont des libéraux purs et durs, ou alors tu es un peu coincé au milieu et tu n'aimes vraiment aucun des deux. Je fais plutôt partie de cette 3e option, je me dis juste, mon Dieu, tu vois, il y a des aspects que j'aime dans les deux camps. Mais je ne peux pas vraiment dire que je sois complètement d'accord avec l'un ou l'autre. Et je pense que, tu sais, ce qui est très... Le problème, c'est que c'est un autre contraste que je vois avec la Chine, alors que là-bas, tu as un pays beaucoup plus uni. Tu sais, c'est un pays qui est uni et qui avance dans une seule direction. Ce que je pense être quelque chose de beaucoup plus positif parce que tu as cette stabilité avec le gouvernement. Et tu sais, c'est vraiment comme ça. C'est tellement déroutant parce que tu sais, quand tu as ces tarifs, et tu sais, un jour les tarifs sont appliqués. Le lendemain, ils sont levés.
Ils reviennent. On fait 90 jours puis une extension. Et à nouveau, ils sont levés. Comment faire des affaires ainsi? Comment avancer? Pour moi, ça devient vraiment compliqué. La plupart des entreprises américaines ont déclaré ne pas donner d'indications cette année à cause de la confusion. Parce que littéralement, si les tarifs douaniers entrent en vigueur, et alors on va se prendre ce truc énorme, ça va complètement fausser nos prévisions. Et puis, tu sais, donc on ne peut pas prévoir correctement comment on va gérer ça. Donc, Chaque décision devient maintenant un risque. absolument. Et c'est ça. Donc je pense que, tu veux prendre des décisions. Et je pense que l'autre chose, c'est, disons simplement ça. Nous sommes tous des dirigeants chez Nike. D'accord, nous sommes au sommet, nous sommes au conseil d'administration de Nike. Et Donald Trump a dit, à moins que vous ne construisiez des usines en Amérique, vous savez, nous allons vous imposer des droits de douane à tel ou tel pourcentage. Donc, entre nous, on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait les gars? Devrait-on investir des centaines de millions et construire des usines sur toute la côte ouest? Je veux dire, notre siège est à Portland, alors peut-être qu'on commence là-bas. Construisons une grande usine Nike de 100 millions de dollars pour produire des chaussures en Amérique. Vous savez, on peut, vous voyez, on peut dire ça, mais on sait aussi ceci. C'est qu'au moment où on aura obtenu tous les permis et réglé toute la logistique pour ça, ça va probablement prendre environ 2 ans, vous voyez? Donc à ce moment-là, Trump aura probablement terminé, n'est-ce pas? Et on sait que ces politiques seront annulées. Donc il faut un peu jouer à ce jeu où vous voyez, je vais vous donner un très bon exemple. Je pense qu'Apple, vous savez, ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire, on va fabriquer tous les iPhones américains en Inde. En Inde, n'est-ce pas? Donc vous avez cette grande annonce. Trump peut maintenant dire, regardez, on rend l'Amérique grande à nouveau. Je ne sais pas comment, car c'est en Inde. L'Inde n'est pas l'Amérique, et nous non plus. Ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. Pourtant, c'est une victoire pour Trump. Il peut parler de victoire. Apple peut simplement dire qu'ils vont examiner cela. Mais je veux dire, réfléchissez à la logistique de réellement construire des usines là-bas, de faire ça. On sait que la qualité en Inde est inférieure à celle de la Chine. C'est pourquoi ils n'y sont pas allés. Maintenant, de nombreux rapports affirment que tout tombe à l'eau. Mais c'est comme s'engager sur papier. Même Nike, par exemple. Disons simplement, tu sais ce qu'on va faire. Annonçons-le simplement. Disons simplement, regardez, on va construire une nouvelle usine. Elle ouvrira d'ici 2032. Ça va être incroyable. Rendre l'Amérique grande à nouveau. Ensuite, on pourrait élaborer un plan et faire des recherches. Au fond, on sait que dans quelques années, Trump partira, et cette politique sera annulée. Traînons un peu les pieds. On traîne encore plus les pieds. C'est ça le problème. On ralentit vraiment les affaires, non? On nuit à la capacité de Nike à fabriquer les meilleures chaussures, et à prospérer comme entreprise. Soyons honnêtes, les Américains voudront-ils travailler en usine à Portland pour assembler des chaussures? Les Américains et même les Chinois ne veulent plus faire ce travail. Voilà le problème. Je veux dire, même en Chine, vous savez, la Chine n'est plus l'endroit bon marché pour fabriquer. Vous voyez, c'est ça le problème. Je veux dire, vous savez. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un tweet incroyable qui est devenu viral et je l'ai sauvegardé. Mais c'était en gros cet entrepreneur américain. Il fabrique des pommes de douche et a dit « Nous fabriquons nos pommes de douche. Nous avons un grand site web, énormément de trafic, nous avons beaucoup de gens qui commentent directement sur notre site. Voici l'étude de cas intéressante. Je fabrique mes produits en Chine, et nous vendons une pomme de douche haut de gamme à 5 999 $. D'accord. Voilà, voici notre coût sur notre site web. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un fabricant américain local. Nous avons les États-Unis. Acier fabriqué aux États-Unis. Boum, boum, boum. Une fois tous les coûts ajoutés, mon prix de vente sera d'environ 119 $, donc il y a une grande différence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test AB. D'accord, donc bref, on a lancé cette énorme promotion. On a dit, les gars, devinez quoi? On a une grande promo pour les fêtes qui arrivent. C'était pour le Memorial Day, on a fait une promo dessus. Achetez ces pommeaux de douche incroyables. Ils ont déjà une large clientèle. Ils ont annoncé. Vous savez, on fabrique en Chine. Mais devinez quoi? On a dû fabriquer aux États-Unis. Avec l'aigle dessus, le drapeau américain, de l'acier américain, wouhou. Vous voyez, tout était fabriqué aux États-Unis. Nous avons vendu 5375 pommes de douche ce week-end. Devine combien de personnes sur 5375 ont choisi la version américaine? Genre 5. Je ne sais pas. 15, 20, je ne sais pas. 0. Pas une seule vente. Et pas une seule vente. Et donc ça c'était une information incroyable parce qu'en gros, il a dit que tout le monde veut acheter en Amérique, jusqu'à ce qu'on parle du prix. Ouais, c'est ça. C'est la différence. Donc, Tu peux être aussi patriote que tu veux. Mais si le modèle chinois coûte 5 999 $, et celui en acier américain 6 999 $, la différence de 10 $ compte. Je te garantis que ça aurait été beaucoup plus.
Ça aurait été plus proche, ça aurait été plus proche, ça aurait été plus proche. Peut-être même $1000, peut-être 2, je ne sais pas. Peut-être que ça aurait été $5050, peut-être que ça aurait été plus américain, ça aurait été plus proche. Mais quand le prix est aussi ridicule, c'est-à-dire le double du prix, ça ne peut être que ça. De plus, la qualité est identique, donc tu n'achètes pas de produits chinois de moindre qualité. C'est comme, mince, ce truc est aussi bon que l'autre, c'est juste que celui-ci est fabriqué en Amérique. Parfois, les gens deviennent trop nostalgiques. Mais ce serait génial, non ? À l'époque, on avait toutes ces usines et tout le monde travaillait ici. On devrait tout produire ici, comme nos réfrigérateurs et micro-ondes, sans dépendre de personne. Je me dis, pourquoi on retourne aux années 1900 ? Tu sais les années 1800 où tu devais tout fabriquer toi-même, tu vois, genre... Bref, Cyrus Jensen, merci beaucoup d'être venu ici. Quelle discussion, messieurs. Merci beaucoup, c'était fantastique, j'apprécie vraiment. 3e passage au podcast. Moment incroyable, merci beaucoup.